Bienvenue à cette étape Hauts-de-France de l'Inclusive Tour. Alors, un petit peu particulière, évidemment. On s'est adapté aux conditions sanitaires qui font que, voilà, on n'a pas pu réitérer l'expérience de Nantes qu'on a faite le 10 septembre dernier avec 400 participants, une très belle date. Bientôt, sans doute, on pourra refaire des dates physiques. Mais aujourd'hui, voilà, on vous propose un format digital avec des intervenants. Des interventions très riches, vous le verrez. On a construit l'Inclusive Tour sur une semaine. Il y a eu des ateliers lundi et mardi à destination des entreprises sociales inclusives. Il y aura des ateliers pour les entreprises jeudi et vendredi. Tout le programme est sur le site événementiel sur InWeek. Vous devez avoir le lien maintenant si vous êtes avec nous. Donc voilà, bienvenue à tous. Et avant de commencer, je vais laisser la parole donc à Thibaut Guilhuy, qui est donc haut commissaire et qui venait nous dire un petit mot pour l'ouverture de cette séquence. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Ravi, même si évidemment un petit peu déçu que les circonstances ne nous permettent pas de nous retrouver évidemment physiquement pour cette 5e édition de l'Inclusive Tour à Lille. Dans la région d'ailleurs d'où je viens et dans la ville dans laquelle je vis. Pour vous dire que c'est un jour aussi un peu particulier parce que ce matin, en Conseil des ministres, en fait, le président de la République et puis le Premier ministre ont confié à Elisabeth Borne ont accepté en fait la proposition d'Elisabeth Borne de me confier en fait la responsabilité en fait des politiques d'emploi et d'engagement des entreprises, et qui est finalement une manière, après avoir agi ensemble avec vous sur l'insertion, de porter avec vous et avec les entreprises une conception finalement la plus inclusive possible de toutes les politiques d'emploi. Une bonne politique d'emploi pour Elisabeth Borne et puis pour le gouvernement, et c'est ce à quoi je m'attellerai à faire vivre, c'est les politiques d'emploi qui bénéficient à tous. On le porte actuellement avec le plan jeune, un jeune, une solution, mais c'est aussi tout ce qu'on peut faire dans l'inclusion, dans le handicap, dans l'insertion par activité économique, cette philosophie-là qui permet finalement de faire conjuguer la création de valeur économique et la création de valeur sociale dans les territoires, qu'on doit diffuser finalement dans le plan de relance, dans nos politiques économiques et dans l'ensemble des politiques d'emploi. Et donc, c'est, je pense, une marque de confiance à votre égard et à l'égard du secteur de l'inclusion qui nous honore et en même temps qui nous oblige pour les mois qui viennent. Voilà. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, vous allez entendre des coopérations fertiles entre des entreprises et puis des acteurs de l'insertion du handicap qui agissent ensemble justement pour proposer une nouvelle façon de créer de la valeur, de créer cette valeur globale, sociale, économique et puis souvent évidemment environnementale. C'est cela que nous inventons, c'est cela que nous devons révéler, identifier ces meilleures initiatives, ces meilleures pratiques et de faire en sorte que celles-ci deviennent des évidences. En tout cas, ça sera ma fonction à vos côtés, de faire en sorte qu'on puisse transformer, accompagner la transformation du pays dans un sens qui fasse que chaque fois, on pense le progrès en étant capable d'embarquer la personne peut-être la plus en difficulté, la plus fragile ou la plus vulnérable pour créer vraiment une performance collective et une fierté collective, la fraternité que nous appelons tous de nos voeux. Voilà, donc maintenant, plutôt écouter la pratique, ce qui est fait de merveilleux dans les Hauts-de-France, dans ces coopérations entre les entreprises et puis les acteurs de l'insertion. Bon échange et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Monsieur le Haut-Commissaire. Je vous propose pour commencer ce panorama des coopérations exemplaires, des coopérations impactantes, de tout ce qui se passe entre entreprises et entreprises sociales inclusives dans les Hauts-de-France, de commencer par un projet exemplaire s'il en est. Et on parlait de progrès et de performance. Je pense que l'émergence et les délais d'émergence de ce projet en ont épaté plus d'un. Donc, je vais inviter Pierre Guérin, Stéphanie Calvino et Francine Le Saint à nous rejoindre, alors virtuellement, mais je les invite à monter sur scène. Normalement, ils vont pouvoir nous rejoindre
bientôt. Voilà, ils sont tous là. Merci beaucoup. Voilà, vous allez bientôt pouvoir prendre la parole. J'espère que tout se passe bien. Ça a l'air, c'est formidable. Donc, Pierre Guérin, vous êtes secrétaire général de la holding familiale de Decathlon et notamment aussi un des fondateurs du projet Résilience. C'est bien du projet Résilience dont on parle. Stéphanie Calvino, vous êtes fondatrice, vous le préciserez, pardon, j'ai peur de faire une erreur, de Anti-Fashion et dorénavant directrice de l'atelier de Roubaix de Résilience. Vous nous en direz un petit peu plus dans une minute. Et Francine Le Saint, vous travaillez pour Decathlon et sur ce sujet sur de la coopération très concrètement au quotidien avec le projet Résilience. Alors Francine, on ne vous voit pas encore. Peut-être que vous entendez, c'est l'essentiel. Et puis peut-être que vous arriverez sur scène, on va dire, tout à l'heure. Donc peut-être déjà merci à tous d'être ici. On est ravis de vous accueillir. On voulait vraiment mettre à l'honneur ce projet Résilience. Peut-être pour commencer, Pierre, vous parlez de Résilience comme un projet de solidarité au carré. Alors, on aime beaucoup l'expression. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer comment est née Résilience et comment ça fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fabrique? Avec qui vous le faites? Quel est son impact et quelles sont les perspectives? Merci, je suis très heureux d'être ici et de parler du projet Résilience qui est en effet né dans les Hauts-de-France, qui est maintenant présent partout en France. Le projet est né en fait durant la première semaine du confinement où nous nous sommes dit à plusieurs qu'il fallait qu'on essaye d'agir et l'idée de fabriquer des masques nous paraissait la chose la plus concrète à faire en fait après cette première semaine de confinement. Et donc on a lancé ce projet de fabriquer 2 millions de masques et on s'est dit à l'époque qu'on allait le faire avec les entreprises d'insertion et les entreprises qui font travailler des personnes en situation de handicap. Et du coup, ce projet, on parle de solidarité au carré puisque la France était en difficulté, elle est encore un peu en raison de la crise sanitaire, et on s'est dit que c'était les plus fragiles qui pouvaient aider en fait le pays. Et donc, c'est avec les entreprises d'insertion et les entreprises qui insèrent des personnes en situation de handicap que nous avons créé ce projet. Et donc, nous avions l'ambition un peu folle, puisqu'on partait vraiment de zéro, de fabriquer 2 millions de masques. Et 6 mois après, nous avons fabriqué 22 millions de masques. Nous avons fait travailler au pic de la crise en mai plus de 2000 personnes sur ce projet. Et avec ce qui est super, en fait, ce qui a permis la croissance hyper rapide de Résilience, c'est l'alliance de tous les acteurs et notamment des acteurs de l'inclusion, puisqu'aujourd'hui, on a 65 ateliers en fait, partout en France qui fabriquent des masques Résilience. Donc, il y avait dans ce projet Résilience une volonté de répondre à l'urgence sanitaire et en faisant appel aux plus fragiles. Et nous avons l'ambition en fait, que ce soit seulement le premier étage de la fusée, puisque grâce au réseau qui a été créé, à l'élan qui est né et puis à l'activité économique que nous avons créée, on veut continuer et devenir en fait que Résilience soit vraiment et 2 jambes, une jambe sur l'inclusion et une jambe sur le textile, puisque nous souhaitons apporter à tous les acteurs de l'inclusion en France une solution, une activité nouvelle autour du textile. Donc maintenant, en fait, si vous voulez que j'explique sur la suite, c'est que sur le long terme, Résilience a vocation en fait à fabriquer, à confectionner en France des produits textiles. Depuis cet été, donc les premiers mois ont été consacrés exclusivement à la fabrication de masques et nous en produisons encore aujourd'hui et de manière très importante. Ça reste l'essentiel de notre activité puisque la crise sanitaire continue. Mais nous avons déjà commencé depuis cet été à fabriquer des shorts, des bonnets, des t-shirts, des tote bags, des tabliers dans les différents ateliers. Et donc, on se rend compte en fait qu'il y a vraiment un besoin de reproduire en local et de reproduire avec du sens, un sens social, un sens écologique et un sens économique, puisque l'objectif, et c'est le cas jusqu'à présent, notre projet s'autofinance. Merci beaucoup, Pierre. On a eu l'occasion de parler relocalisation sociale d'activité aussi lors de l'étape
précédente de l'Inclusive Tour en Pays de la Loire. Donc voilà, c'est un bel exemple de relocalisation sociale d'activité. J'en profite pour vous dire deux choses. D'une part, que les infos sur le projet Résilience, vous pouvez les trouver sur projet-résilience.fr. Et alors, en direct, je vais vous montrer quelque chose. C'est les t-shirts Low Impact fabriqués par Résilience qu'on a reçus il y a peu au ministère du Travail, que le commissaire vient de me donner pour que je vous les montre. C'est une très bonne initiative. Donc, projet-résilience.fr. Et deuxième chose, normalement sur YouTube, vous pouvez poser des questions sur la partie droite de l'écran dans le chat. Et donc, voilà, ça nous permettra d'avoir ce temps d'échange en fin de séance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On les collecte, on les rassemble et on les relaiera à nos intervenants à la toute fin de cette session. Stéphanie, alors Francine doit être dans les parages, mais elle ne va pas tarder à revenir. Mais en tout cas, Stéphanie, donc vous dirigez l'atelier de production de résilience, un des ateliers de production de résilience, mais en tout cas l'atelier cette centrale. Enfin, vous me direz encore une fois si les informations sont bonnes. Vous avez travaillé notamment déjà avec Veja, avec de nombreuses entreprises sur les activités de la confection, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, voilà, nous présenter un peu le projet de cet atelier et puis aussi nous dire comment s'est mis en place la coopération avec Decathlon, que Francine pourra ensuite compléter lorsqu'on pourra l'entendre. Bonjour, donc merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, pour faire une petite rétrospective, donc en fait, Anti-Fashion a démarré il y a 5 ans. Et en fait, à la base, c'était un cycle de conférences où on invitait pas mal d'acteurs, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, en tout cas, qui venaient témoigner d'une nouvelle économie un peu plus propre, un peu plus vertueuse. Et Sébastien Kopp, donc un des cofondateurs de Veja, s'est très vite rattaché au projet dès 2016 et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait imaginer, en tout cas, répondre aider des gens en difficulté et comment est-ce que la mode pouvait être un vecteur d'insertion. Donc, c'est ce qu'on a mis en place en 2016 avec Sébastien Kopp. On a créé un programme de mentoring avec différents ateliers, upcycling, éloquence, couture, où on allait chercher un petit peu des jeunes en difficulté, donc soit déscolarisés, des jeunes qui avaient des problèmes à la justice, mais enfin des jeunes qui étaient en marge en tout cas. Et à travers ces ateliers, on essayait déjà de leur donner un petit peu confiance et de trouver des solutions avec eux. Donc, soit de les remettre sur le chemin de l'école ou alors de l'emploi. Donc, ça, c'est l'objectif, ça l'est toujours. Et donc, dans cette sphère Veja, Bleu de Paname, donc Bleu de Paname qui est Christophe Lépine, hein, un ex-fondateur, on a beaucoup travaillé ensemble et ça faisait quelques temps qu'on se disait qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et puis, à ce moment-là, Résilience a vu le jour au mois de mars. Voilà, donc Pierre Guérin en parlait tout à l'heure. Christophe Lépine est une des personnes qui a participé à la création de ce projet. Et Christophe m'a dit tout de suite, est-ce que tu penses que tes petits, voilà, puisque moi je les appelle mes petits, pourraient venir participer en tout cas et intégrer un atelier pour fabriquer des masques en urgence, puisqu'il y avait une urgence au mois de mars. Hein. Et donc on a une vingtaine de jeunes qui sont venus intégrer un premier atelier à Roubaix. Voilà, qui était en sommeil. Et comme ils avaient déjà, on va dire, pratiqué, qu'ils avaient quelques notions de couture, donc ça a été assez simple pour eux donc d'intégrer cet atelier. Et à la suite de ça, très rapidement, donc là on était 1er avril, les jeunes intègrent l'atelier et puis le 25 avril, on visite un nouveau lieu à Roubaix. Et le 28 avril, Pierre Guérin donc, signe le bail et le 1er mai, 130 machines sont livrées dans l'atelier. Donc, et là, il a fallu remplir un atelier qui était beaucoup plus grand, puisque c'est un atelier qui fait 1000 m², voilà, et où là, on a joué du réseau d'Anti-Fashion de la ville de Roubaix pour mettre derrière des machines des gens qui avaient soit confectionné dans leur vie passée, soit pas du tout. Et l'idée, c'était d'avoir ça, un équilibre entre des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Voilà, ce que disait Pierre Guérin tout à l'heure, c'est qu'en fait, la priorité, c'était de mettre derrière des machines des gens qui étaient en réelle difficulté et que ça nous permette de les aider à récupérer, en tout cas à acquérir des savoir-être et par la suite à intégrer soit une école, soit un job en fonction de ce qu'on peut leur proposer. Donc, j'ai envie de dire la coopération, quoi, la collaboration s'est faite comme ça, mais elle s'est faite de manière très naturelle parce que moi, j'y suis allée sans me poser de questions. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose c'est viscéral, ce projet. Voilà, je pense que chez Pierre Guérin et chez ceux qui participent, c'est pareil. Et tous les jours, c'est se lever pour ces personnes voilà, qui sont là derrière les machines et travailler sur des projets. On a démarré par du masque de manière très simple. L'idée était très bonne de démarrer avec un produit simple
simple. Et puis aujourd'hui, voilà, on confectionne des produits un peu plus compliqués. C'est l'objectif, c'est par la suite de monter en compétences pour permettre à ces gens de faire voilà, du t-shirt, ce qu'on a fait, du short, du bonnet, du tablier. Donc on est vraiment dans des montées de compétences et puis pourquoi pas pour certains intégrer d'autres ateliers en périphérie, voilà, ou peut-être par la suite intégrer notre même atelier puisqu'aujourd'hui ils sont en CDDI et l'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon voilà, des sorties positives, en tout cas la sortie qui leur convient, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, parmi vos partenaires, d'une certaine manière, des entreprises avec qui vous travaillez, il y a notamment Decathlon, avec qui une coopération s'est mise en place assez tôt, hein, on va dire dans la courte histoire de résilience, d'une certaine manière, qui a quand même une ampleur importante aujourd'hui, mais qui n'a finalement que quelques mois d'existence. Francine, alors je crois qu'on ne vous voit pas, mais qu'on peut vous entendre. Oui, je suis désolée, j'arrive pas à allumer ma caméra, ça a marché il y a 5 minutes, mais c'est pas grave. Tant pis, l'essentiel, c'est qu'on puisse vous entendre. Merci d'être avec nous. Donc, vous nous préciserez, mais vous êtes à la tête d'une équipe exploration pour Decathlon, donc dont la mission est de trouver comment faire différemment pour construire une chaîne de valeur un petit peu différente. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le déclic, quelle est la réflexion derrière l'engagement de Decathlon au sein du projet de résilience et très concrètement, comment ça se traduit aujourd'hui sur le terrain et avec les familles notamment? Oui, donc en effet, nous, l'enjeu auquel on veut répondre à travers ce projet, c'est d'imaginer pour Decathlon un autre modèle pour notre chaîne de valeur intégrée, donc un modèle plus durable et plus inclusif. Et ça, notamment par la production. On est parti d'une approche complexe qui sont considérées uniquement. Voilà, ça y est, je vous avais un petit peu perdu pendant un moment, je ne sais pas si c'est que moi ou pas. Allez-y. C'est bon? Pardon, je reprends. Donc, comme je le disais, pour imaginer un nouveau modèle de chaîne de valeur pour Decathlon, on montre là. Pierre et Stéphanie, peut-être pourriez-vous me dire si vous aussi vous avez des problèmes? Oui, on a des problèmes. Si vous voulez, je peux prendre la suite. Je connais bien Decathlon. Ouais, bah allez-y si vous voulez. Et donc, Francine, tu compléteras. Bien sûr. Et donc, mais l'idée, en fait, comme toutes les entreprises, c'est que cette crise du Covid, même si c'était un sujet qui était déjà embarqué dans pas mal d'entreprises, cette crise du Covid a mis les entreprises à rude épreuve. Decathlon a fermé au pic de la crise 1400 de ses 1600 magasins dans le monde. Et on s'est rendu compte, comme beaucoup d'entreprises, que le modèle d'affaires en fait était fragile en cas de crise au niveau mondial. Et donc, ça a accéléré des idées qui étaient en cours, que l'équipe de Francine et d'autres chez Decathlon réfléchissent, c'est de dire comment on peut faire évoluer les modèles avec de la confection, de l'assemblage au plus près des besoins des utilisateurs, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Afrique, en Asie, pour avoir des circuits en fait, de production, des circuits logistiques, de réapprovisionnement plus courts. Et donc, c'est pour ça que quelques mois après le démarrage de Résilience, j'ai contacté les équipes de Decathlon pour qu'elles viennent voir à Roubaix, notamment l'atelier que dirige Stéphanie, et pour qu'on essaye de voir des tests concrets, des fabrications concrètes, qu'on arrive à montrer qu'un modèle en fait, plus local était possible. Et donc, c'est ce qu'on s'évertue à faire. Ce n'est pas facile, mais en collaboration avec Decathlon, on est en train de co-construire un modèle qui, j'espère, pourra être dupliqué à plus grande échelle plus tard. Et donc, ça, c'est vraiment l'intérêt en fait, d'un modèle inclusif. C'est aussi, et dans le textile, c'est important, il y a du textile en France. Chaque jour, il y a énormément de gens qui travaillent dans le textile en France, mais ils travaillent plutôt sur le haut de gamme, avec Hermès et des marques de luxe. Il y a des belles marques qui sont nées récemment, que ce soit le slip français qui fabrique ses produits ici aussi dans la région lilloise avec le Mailleux. Mais on se dit que les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées peuvent aider en fait, la filière textile sur les produits assez simples. Je ne vais pas dire des produits bas de gamme, mais des produits assez simples où jusqu'à présent il était compliqué en fait de produire en France en raison des coûts de main-d'œuvre, et où je pense que les entreprises inclusives sont une solution
d'insertion économique des plus fragiles et sont une solution aussi pour des entreprises comme Decathlon et d'autres pour réinventer leur business model et qu'une partie de leur production soit faite de manière plus locale. Donc voilà, on n'est qu'au tout début de l'histoire, mais en tout cas, on a des marques d'intérêt, on montre avec Decathlon que c'est possible, qu'on est sur du concret, et donc on a d'autres entreprises qui nous contactent pour rentrer dans l'aventure et essayer de rendre réelle cette idée d'un modèle, on va dire, où on fonctionne en circuit plus court. Je ne sais pas, Francine, si tu souhaites compléter. Non, tout à fait, je confirme. Ouais, très bien, bien expliqué. Super, merci beaucoup. En tout cas, voilà, avec aussi l'enjeu de rendre le local, le solidaire et la qualité accessible aussi pour tous les produits. Comme Francine me le disait, l'objectif, c'est aussi que les gens qui travaillent chez Decathlon ou qui travaillent dans l'atelier de Roubaix puissent aussi acheter eux-mêmes les produits qu'ils fabriquent. J'ai trouvé que c'était une approche intéressante d'aller jusqu'à ce bout-là, en tout cas de la chaîne de valeur. Je vous remercie beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure pour le temps d'échange en fin de séquence. Je vous propose de passer au deuxième projet, à la deuxième coopération qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui, alors avec aussi une fabrication de produits en lien avec on va dire l'habillement. On va accueillir donc Isabelle Richer, qui est responsable marketing et développement du groupe Altereos, qui est un groupe d'inclusion qui travaille notamment avec des personnes en situation de handicap, et Hubert Motte, qui est donc dirigeant fondateur de l'entreprise La Vie est Belle. Bonjour Hubert, bonjour Isabelle. Ravie de vous voir quasiment en vrai. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc Isabelle, je l'ai dit, vous travaillez au groupe Altereos qui accompagne 400, qui emploie en tout cas 450 collaborateurs avec une grande partie de personnes en situation de handicap, donc sur un modèle d'entreprise adapté, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la structure, le groupe et les activités que vous mettez en place, et puis ensuite on verra un peu ce que vous avez pu faire avec La Vie est Belle et avec... Ouais. Alors, comme vous l'avez dit, on est une entreprise adaptée, l'une des plus importantes de France. Donc, Altereos même, c'est 340 salariés, 82% de travailleurs fragilisés par un handicap. Et nous avons aussi 2 filiales d'insertion et un ESAT, ce qui porte le groupe à 450 personnes. Alors, nous, on a pour objet, pour finalité, l'emploi durable des personnes fragilisées par un handicap. Vous m'entendez ? Ouais. Et la RSE est dans notre ADN. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'hier, nous avons reçu le trophée or par le réseau Alliance de l'économie responsable. Donc, hip, 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 hein. Donc, à l'origine, il y a 30 ans, nous, on était sur le conditionnement et le tri textile. D'accord. Comme ce tri est parti offshore, il a fallu se réinventer. Ce sont nos clients qui nous ont aidés. Donc, on a co-construit avec les 3 Suisses une activité de centre d'appel et également avec Orange une activité de numérisation, indexation de documents, donc avec toujours en parallèle le conditionnement. En 2017, on a souhaité un peu dynamiser notre activité et pour ça, nous avons décidé de nous ouvrir à 2 jeunes pousses. Là, voilà la jeune pousse en bas à gauche de mon écran. Et donc, nous avons lu un article de La Voix du Nord qui parlait d'Hubert Motte et de son projet La Vie est Belle de ceintures fabriquées à partir de pneus de vélo recyclés. Donc, nous l'avons approché, nous l'avons rencontré, et on a mis en place un process de fabrication industrielle de ces ceintures. Et on a aussi solutionné son problème de stockage de pneus, entre autres. Et là, je vais laisser la main à Hubert parce que c'est lui qui peut nous parler plus facilement de son modèle vertueux qui faisait sens avec nos souhaits. Oui, carrément. Hubert, on vous écoute. Yes. Moi, je suis originaire de Lille, j'ai 27 ans. En 2017, je finissais une école d'ingénieur généraliste à Lille qui s'appelle l'ICAM. Et j'avais cette envie de lancer, de créer ma marque. Et l'envie, c'était de partir d'un déchet et de faire un produit fonctionnel et chouette et qui soit fabriqué dans la région.
donc, au démarrage, c'était moi qui les fabriquais. Et assez vite, comme l'expliquait Isabelle, j'étais en recherche d'une structure pouvant m'accompagner, avec lequel je pouvais nouer un partenariat et pouvoir transmettre la production. J'avais cette envie de trouver une structure qui ait les mêmes valeurs que moi et qui ait un engagement solidaire. Je n'y connaissais pas grand-chose encore à ce moment-là entre l'insertion, entre l'entreprise adaptée et autres. Donc, j'ai découvert un peu ce monde-là. Et puis, il s'est trouvé qu'avec Altereos, le feeling passait très bien et qu'on avait tous les deux envie de faire grandir ce projet. Et donc, assez vite, j'ai formé des opérateurs d'Altereos. Le premier, il s'appelle Christophe. J'ai passé plusieurs semaines à lui montrer comment faire une ceinture avec un pneu de vélo usé, ce qui n'est pas si facile à faire. Et au final, on a réussi, au bout d'un certain temps, à mettre en place une production. Et aujourd'hui, ils sont plus de 4 à produire. On a fait plus de 20 000 ceintures en pneus de vélo usés. Donc, c'est 20 000 pneus qui ne sont pas incinérés, mais qui sont plutôt vendus comme ceintures et portés par des gens à travers la France. Et donc, on continue de grandir. C'est une chouette aventure. Et ce que vous m'expliquez tous les deux, en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que souvent, on peut penser que ce sont les entreprises, on va dire, classiques qui vont accompagner des acteurs de l'inclusion pour devenir plus productifs, plus efficaces, les accompagner. Là, c'est vraiment l'inverse. Je trouvais ça très intéressant. Enfin voilà, vous, Hubert, vous êtes allé chercher et trouver cette ressource. Vous aviez fait le choix de le faire avec un acteur de l'inclusion et qui vous a accompagné tout au long même de la création en fait du process de production, d'industrialisation, si on peut le dire comme ça. Vous me disiez qu'avant de travailler avec Altereos, en fait, la fabrication, c'était vous pour les prototypes et les premiers exemplaires et que vous avez fait grandir cette activité vraiment avec Altereos. C'était sur un procédé qui a à peu près pris 6 mois, c'est ça, pour aboutir voilà, à un process de production qui vous permet de tourner maintenant. Oui, exactement. L'idée, c'était Altereos me permet de grandir et de pouvoir me mettre à disposition des personnes que je vais pouvoir former pour produire, encadrer ces personnes-là et le savoir-faire d'encadrer ces gens-là, à le statut officiel d'entreprise adaptée, à un lieu, à toute cette expertise-là. Moi, j'ai les idées et l'envie de développer ces produits éco-responsables. Et ensemble, on a su construire tout ça. Et finalement, c'est assez gagnant-gagnant parce qu'on s'apporte chacun nos expertises, quoi. Donc, les outils qui sont dans l'atelier sont à moi. J'ai formé les opérateurs et derrière, c'est les équipes d'Altereos qui ont fait en sorte d'organiser au mieux la ligne de production et de faire en sorte que ça marche, que ça puisse tourner, quoi. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, moi, je suis sensible effectivement à toutes les startups là, parce que je trouve effectivement qu'il y a de plus en plus de modèles vertueux qui sont en projet. Je trouve les jeunes sensibles, en fait, à ne laisser personne de côté, à faire du local, du responsable et de l'inclusif. Et ça se développe de plus en plus. D'ailleurs, on a intégré d'autres startups chez Altereos, d'ailleurs. Et j'espère que ce ne sera pas les derniers, que ce sera le début d'une longue aventure, justement. Est-ce que la coopération est différente? Alors là, votre histoire à tous les deux est un peu particulière, mais Isabelle, en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'était à votre initiative aussi d'aller chercher des jeunes pousses pour un peu diversifier le type d'entreprise avec lesquelles vous travaillez, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les 3 Suisses, Orange, enfin des structures assez massives, donc sur un format, une approche aussi assez différente de ce que Hubert a pu mettre en place avec La Vie est belle. Pour vous, en tout cas, dans le cadre d'Altereos, pour votre structure, pour vous, c'est complémentaire, c'est-à-dire d'avoir, d'une certaine manière, des grands donneurs d'ordre et puis des jeunes pousses qui vont aussi vous faire évoluer et puis apporter quelque chose en plus aussi pour les personnes que vous accompagnez. Complètement, en fait, travailler avec des startups, ça oblige à plus d'agilité.
Donc, c'est d'autant plus intéressant et ça permet, comme je vous le disais, nous, notre finalité, c'est l'emploi durable des travailleurs. Il est clair qu'il y a des dossiers des budgets qui passent, qui viennent, mais ça permet effectivement à chaque fois de pouvoir les reformer sur un nouveau projet, sur une nouvelle chose à faire, à produire, et ça se passe très, très bien. Ils en sont heureux. J'avoue que là, on a intégré 2 nouvelles personnes sur la production d'Hubert et je pense qu'elles sont très heureuses, non, Hubert? Ça se passe très bien. Bah, Elles sont très contentes d'avoir une nouvelle activité. c'est chouette, ouais, carrément. Ouais, Carrément. on est d'accord. Est un entrepreneur heureux, on va retenir ça pour les semaines, les mois et les années qui viennent. Je vous remercie beaucoup, Isabelle et Hubert. Merci, On Joséphine. on se retrouve à tout à l'heure. Normalement, on vous a mentionné dans le chat, si vous, les participants, que je ne vois pas, mais peut-être là, donc les liens vers le site de la vie et belt.fr, donc belt comme ceinture, et le site d'Altereos, altereos.fr. Je vous propose de passer maintenant à notre 3e séquence. Merci encore. Avec Vitamine T, donc, qui est aussi, comme Altereos, un groupe emblématique des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France sur l'inclusion. Et donc, on va accueillir 3 intervenants, donc, qui sont Olivier Decornet, qui est directeur marketing et commercial, que nous voyons partiellement pour le moment. Voilà, on vous voit mieux. Bonjour. Donc, Bonjour. Olivier Decornet, directeur marketing et commercial et communication du groupe Vitamine T. Anthony Blondel, qui dirige 2 filiales du groupe Vitamine T, ABK Protection, Sécurité et Mediapol, sur une activité de médiation. Et Patrick Rodès. Ah, vous faites la régie de votre côté, c'est formidable. Patrick Rodès, bonjour, qui travaillait pour ABK et qui avait eu un petit bout de parcours avec ABK Sécurité. Et on trouvait vraiment intéressant aussi de mettre en avant cet angle-là de la coopération entre des entreprises et des acteurs de l'inclusion, sur le volet parcours RH sortie vers l'emploi. On sera ravis d'entendre Patrick tout à l'heure. Peut-être pour commencer, Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de comment s'est mis en place, parmi de nombreuses coopérations mises en place au sein de Vitamine T, mais peut-être la coopération avec l'activité, en l'occurrence sur l'activité transport qu'on va pouvoir continuer d'évoquer ensuite. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci à l'Inclusive Tour d'avoir effectivement souhaité mettre en avant le partenariat qui est très fort entre Keolis Lille, l'opérateur de transport en commun de la métropole européenne de Lille, et le groupe Vitamine T. Juste un mot, effectivement, avant de laisser la parole, on est sur un format un peu différent des 2 premières interventions, puisqu'on a souhaité effectivement faire intervenir sur la réussite de son parcours Patrick et donc Anthony qui présentera la filiale et l'entreprise d'insertion dans laquelle travaillait Patrick. Mais donc, juste pour vous dire, effectivement, l'engagement qui est vraiment historique, à la fois de la collectivité, donc de la métropole européenne de Lille, et de son opérateur de transport en commun, donc, qui est Keolis Lille, engagement historique véritablement au service de l'emploi des plus fragiles sur le territoire et au service de l'insertion par l'activité économique. En fait, la collectivité n'a cessé, dans le cadre de ses marchés, de ses appels d'offres, d'intégrer des clauses d'insertion. Et son opérateur, Keolis, a largement souvent dépassé la mise en place de ces clauses d'insertion. Et ces engagements finalement réciproques se sont traduits pour nous, pour Vitamine T, par de nombreuses prestations qui ont permis de mettre au final à l'emploi, et sur plusieurs années, de plusieurs centaines en fait, de personnes, alors sur différents métiers, support d'insertion. On a par exemple chez Vitamine T, donc au service de Cycléo, qui est l'une des filiales de Keolis, on a une activité de régulation de flotte de vélos en libre service, le Vélil. On a une 40aine de personnes qui travaillent là-dessus. On a des agents qui humanisent les parkings relais du réseau Ilevia, donc qui est le nom du réseau de transport en commun de la MEL. Et puis donc effectivement, nous avons une activité historique d'insertion dans la médiation sur le réseau Ilevia. Donc je vais laisser justement sur ce sujet-là la parole à Anthony Blondel, donc le patron de 2 filiales du groupe qui, vous allez voir, sont très liées en fait sur ce partenariat avec Keolis, qui sont donc Mediapol, mais aussi ABK Protection, l'agence de sécurité du groupe. Bonjour à toutes et tous, ça y est, on me voit. Effectivement, j'ai la chance et la fierté de diriger 2 filiales du groupe Vitamine T, ABK Protection spécialisée dans la sécurité avec 2 expertises spécifiques, la sécurité événementielle et la sécurité dans les transports. 70 ETP et 200 collaborateurs embauchés chaque année, notamment sur les métiers de l'événementiel également, qui souffrent un petit peu.
Et Mediapol, spécialisée société d'insertion véritablement, spécialisée dans l'humanisation et la médiation, notamment dans les transports en commun. Nous travaillons chaque jour sur ces deux filiales, bien évidemment en synergie de mission, puisque nous avons notamment, comme Olivier vient de vous le dire, un client qui s'appelle Keolis, et aussi bien ABK que Mediapol interviennent au quotidien, 364 jours dans l'année, sur la médiation, sur l'humanisation et sur la sécurité de ces transports. Mais notre synergie ne s'arrête pas aux prestations, elle continue bien évidemment sur le côté social de la chose. Et aujourd'hui, Mediapol accompagne des salariés vers leurs vœux, et parfois il s'agit de sécurité puisque nos métiers sont proches. Et plutôt que effectivement de faire des gros discours sur le sujet, j'ai souhaité avec Olivier faire venir Patrick parce qu'il est un exemple même de cette réussite de passerelle entre nos deux filières sur un métier une nouvelle fois qui est proche, avec un accompagnement. Et voilà, je laisse la parole à Patrick, si vous le permettez. Parfait, avec plaisir. Je continue la régie. Oui. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Presque résilient, me semble-t-il voir. Oui, 44 ans. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai intégré Mediapol voilà, il y a maintenant à peu près 1 an et demi. Et du coup, en arrivant avec 2 projets, donc, pour être médiateur et agent de sécurité, en sachant qu'il y avait la société ABK aussi avec Mediapol. Et du coup, voilà, j'ai pu avoir la chance d'être accompagné par Mediapol et suivre une formation à peu près 2 mois et demi que j'ai passé et que j'ai réussi. Et être accompagné voilà, par ces gens et sur mes démarches, voilà, même pendant la formation, hein, j'ai tout le temps été accompagné, même une fois que j'ai fini. J'ai toujours des contacts avec eux, donc c'est super. Donc, voilà. Et en espérant voilà, de continuer l'aventure une fois que j'ai ma carte avec la société ABK. Donc, bientôt l'agrément, parce que si je comprends bien, donc pour devenir agent de sécurité, on va dire officiellement, ça demande d'avoir un agrément. Donc, si je comprends bien, c'est en cours et ça va bientôt être obtenu. Donc, une fois que vous obtenez ça, voilà, vous allez être en emploi, employé, embauché par ABK en tant qu'agent de sécurité, c'est ça? C'est cela, en durable. En durable, bah, c'est super, félicitations. Voilà. Et donc, pour la partie, vous travaillerez donc au sein du réseau des transports, en fait. Ça, c'est sur en tout cas avec la coopération qui existe entre ABK et le Keolis notamment, enfin le réseau des transports lillois. Ça va être ça votre boulot. Oui. Du coup, ben, il y a quand même un lien entre la médiation et la sécurité, hein, ça se rapproche beaucoup. Donc voilà, je pense qu'un bon médiateur fera un bon agent de sécurité. Alors, en tout cas, c'est mon avis. Bon, bah, et donc, c'est une vraie logique de parcours. Merci beaucoup pour ce partage. Ouais, sur une vraie logique de parcours, vous me disiez, Anthony ou Olivier, que tout ça, c'était possible aussi par la qualité de la coopération qui peut exister avec le prestataire, enfin le client, enfin en l'occurrence, voilà, l'entreprise avec laquelle vous travaillez, Keolis, qui est donc, certes, on était sur des clauses initialement, mais ensuite, ça va un petit peu plus loin. C'est vraiment cette relation de confiance qui a permis de construire ce type de parcours. Effectivement, il y a un engagement dès le départ qui est impulsé par le client sur cette démarche, mais ça va au-delà, c'est du suivi quotidien, c'est de la compréhension également sur les contraintes qui sont nôtres et un accompagnement également sur justement ces passerelles, puisque d'ores et déjà, Patrick est un cas, mais ce n'est pas le seul. Et voilà, nous l'avons fait par le passé, nous le ferons demain. Mais notre client nous accompagne également puisque on est amené à les emmener sur des cellules de coordination, etc., pour leur faire véritablement connaître un petit peu justement les enjeux et les contraintes qui sont celles offertes par le client. Et c'est possible parce que le client nous fait confiance, ça c'est la première des choses, et c'est possible parce que le client a décidé d'aller au-delà du simple article sur la clause d'insertion. Et de notre côté, bien évidemment, on joue le jeu, et c'est un réel plaisir de voir des agents comme Patrick qui sont aujourd'hui impliqués, qui a fait un parcours exemplaire véritablement en médiation
et qui aujourd'hui a réussi sa formation avec brio et que nous aurons la chance, dès qu'il aura sa carte pro, et nous faisons en sorte qu'il l'ait le plus vite possible, qu'il pourra rejoindre les 70 agents qui sont actuellement en train de sécuriser le réseau de la MEL. Merci beaucoup. En tout cas, ça montre bien, puis avec les deux témoignages de deux séquences précédentes, voilà, la diversité des types de coopération en fait, entre entreprises et acteurs de l'inclusion. C'est-à-dire que certes, il y a avoir de l'accompagnement sur du process industriel, par exemple, qui a rendu possible le projet d'Uber, de la co-construction vraiment sur un projet intégré sur résilience et là, sur cet exemple-là, aussi des partenariats RH. Et pour rappeler aussi que les structures d'inclusion sont une des solutions de sourcing, enfin pour sourcer, pour recruter et pour voilà, avoir des embauches qui fonctionnent et qui en plus sont un plus d'impact social. Tout à fait. Nous, alors, comme vous le savez peut-être, on a en plus, nous, chez Vitamine T, la chance d'avoir un organisme de formation intégré qui s'appelle le Campus Vitamine T. Et donc, le témoignage là, de Patrick et ce parcours réussi entre médiation sociale et sécurité chez Vitamine T, on le fait avec d'autres partenaires. Évidemment, il y a ceux qui ont témoigné tout à l'heure, mais juste pour vous en citer deux, on a le même type de parcours avec un gros acteur du déchet, donc Veolia, sur l'île et sur la MEL, où on a même créé une agence intégrée au sein des locaux de Veolia avec de l'intérim d'insertion et des intérimaires qui sont très accompagnés pour devenir éventuellement Reaper derrière, où on le fait par exemple dans un autre domaine d'activité avec un grand bailleur social que vous connaissez aussi qui s'appelle Vilogia. Et là, nous sommes sur des agents de propreté qui vont, au terme de leur parcours, devenir voilà, technicien de surface grâce à ce métier support d'insertion qui est la propreté en l'occurrence et grâce à notre partenaire Vilogia. Voilà quelques exemples complémentaires. Merci beaucoup à tous les trois pour merci à vous. Ce témoignage. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant, avant de passer la parole à Philippe Lamblin, Monsieur Emploi dans les Hauts-de-France, peut-être de regarder une vidéo qui démontre, voilà, alors il y en a 15 et on va vous donner le lien pour aller les visionner les 15 si vous voulez voir aussi encore un peu plus loin tout ce qui peut se faire comme coopération et comme engagement des entreprises pour l'emploi et l'inclusion dans les Hauts-de-France. Et avant de passer la parole à Philippe qui pourra nous dire ce qu'il porte et voilà, en quoi lui croit pour l'engagement des entreprises, on va tenter de vous diffuser une vidéo sur l'engagement d'une entreprise, en l'occurrence sur STA Renault. Voilà, on tente et si ça ne fonctionne pas, on va enchaîner tout de suite avec Philippe qui pourra nous en parler. Je suis arrivée en tant que stagiaire pour passer un bac pro, technicienne d'usinage à commande numérique. Donc ça consiste à repartir sur les bancs d'école. Au début, ça peut faire peur, c'est vrai. À 29 ans, on pense être ailleurs que repartir à l'école. C'est reprendre les études à notre âge, surtout quand on a un enfant qui, lui, est déjà à l'école. Alors, comment s'est passé cette semaine chez nous à STA? Très bien, comme d'habitude. En tant que manager, je faisais une demande via les RH à l'époque et j'avais les profils d'usineurs qui arrivaient sur mon bureau et c'était facile pour moi de sélectionner. Aujourd'hui, c'est tout à fait la même réalité. On a trouvé ces personnes. On a monté une classe de 13 stagiaires pour en finalité avoir un titre professionnel lié au métier de l'usinage. Je suis passée de un CAP coiffure, je suis partie dans des petits boulots, l'hôtellerie, la chocolaterie, le monde aussi des aides-soignantes et parapharmacie. Là, c'est sa 3e fois. Là. Alors, le profil que nous, on prend chez nous, ce sont des personnes qui ont les basiques de la mécanique. Alors, Ludivine, non, elle a un parcours assez atypique, donc c'est pas régulièrement le type de profil que j'ai face à moi. Et je suis restée à peu près 1 an sans emploi et j'ai eu la chance que Pôle emploi me trouve cette formation pour l'STA. Il a fallu que je repartisse mes parents 2-3 mois avant de pouvoir avoir mon propre logement. Personne n'est à l'abri, donc ce type de profil aussi correspond. On peut avoir justement dans la vie un accident de la vie qui fait qu'on est éloigné justement de son métier. C'est à nous aussi de faire la part des choses et puis d'aller recruter la bonne personne qui elle a encore sa motivation et qui a vraiment envie de travailler, qui a vraiment envie de revenir, même si pour cela il faut changer complètement de métier, ce qu'a fait Ludivine. Je ne pouvais pas me permettre de rester sans emploi. Je vis seule avec un enfant de 10 ans. Et c'était important pour moi personnellement
avec ou sans enfant, de continuer à mon indépendance à mon âge et de pouvoir subvenir aux besoins de mon fils, aux besoins de tous les jours et avoir un travail. C'est important dans la vie d'avoir un travail. Pourtant, on est bien chez papa, maman souvent, mais c'est plus important, c'est important pour nous de savoir construire notre propre vie. Merci. Bonjour, Joséphine. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Donc, on a vu un des films à l'initiative desquels tu es, on va dire. Comme je disais, on va vous transférer les liens. C'est un chouette témoignage. Moi, on voulait avoir genre, non pas ton avis, mais en tout cas, te donner la possibilité de nous partager ce qui se passe dans les Hauts-de-France et puis en quoi aussi l'engagement des entreprises pour toi est une condition de plein de choses, je crois. Donc, la meilleure illustration, c'est la jeune dame qui parlait. On est à 10 km de Béthune. Alors évidemment, on parle de Bridgestone, mais on pourrait aussi parler de STA Renault qui embauche. Ils n'avaient personne, ils ne trouvaient pas des usineuses. Et grâce à un travail collectif, Pôle emploi, Proche emploi, la Direct, le rectorat, ils ont monté une classe spécifique et ils ont embauché plus d'une dizaine de personnes. C'est ça la réalité des choses. Je pense que l'inclusion, c'est d'abord un terme un peu barbare. J'ai souvent dit que le commun des mortels ne comprend pas, mais ça veut dire que c'est tout le monde qui est embarqué. Tout à l'heure, vous aurez une remise de prix à laquelle je pourrais malheureusement pas participer et vous aurez dans les gens qui remettent les prix la patronne de Pôle emploi dans la région, le patron du MEDEF, le directeur de la Direct, on aurait pu avoir la région qui malheureusement n'est pas disponible. C'est ça, c'est ensemble réussir des choses. Je prends une autre illustration. Aujourd'hui, dans la grande distribution, nos amis d'Intermarché, après tout citons-les, nous disent on cherche 1 millier de personnes dans toute la France, dont 150 dans les Hauts-de-France. On met en place une petite task force. On a déjà fait en sorte que sur les 80 magasins qui ont besoin de quelqu'un, près de 40 ont déjà trouvé les personnes, des apprentis. Voilà. Et écoutez tout à l'heure ce qu'on entendait. Il s'est caché, il ne l'a pas dit, le monsieur de Keolis, mais avant il était chez Keolis, aujourd'hui il est chez Vitamine T. C'est la même chose. L'économie régionale, c'est aujourd'hui un peu plus de 10% des gens qui, à cause du Covid, entre autres, sont dans la panade. Écoutez, l'inclusion, c'est une super solution et surtout, ce n'est pas on fait ça pour vous faire plaisir. Non, on fait ça pour gagner de l'argent et on fait ça pour rendre les gens heureux parce qu'ils ont un boulot. Et vous écouterez ou vous regarderez les petits clips que l'on vous a montrés, ils répondent bien à ça. Super. Merci beaucoup Philippe. Et donc, je te rappelle, tu es délégué emploi pour la région de France et entre autres beaucoup de choses, on va dire. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment sur le plan jeune, sur lequel on est en train de monter des choses formidable déjà avec la région de France et qu'on déploiera partout en France. Merci beaucoup. Et peut-être, s'il nous reste un petit peu de temps dans la partie trophée, on essaiera de remontrer un deuxième de ces 15 films parce que voilà, ça donne quand même des idées pour la suite. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être Alors, on va le tenter. Si Antoine, qui est donc derrière en régie et qu'on remercie, est OK, peut-être de faire remonter sur scène l'ensemble de nos intervenants ainsi que Monsieur le Haut-Commissaire, s'il est encore avec nous, mais je pense que oui. Peut-être pour aborder quelques questions et peut-être si Thibaut souhaite... il est là, il souhaite intervenir, réagir. Je pense que voilà, nos autres intervenants, encore une fois que je remercie, qui vont nous rejoindre, on va avoir une vue un petit peu d'ensemble sur tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Alors, on a eu plusieurs questions que l'on m'a relayées. Donc, je vais en prendre déjà peut-être une première question. Est-ce que, donc pour Pierre peut-être, combien d'emplois aujourd'hui ont été créés avec Résilience depuis mai? Alors, nous, on l'estime à 850. 850 emplois qui ont été créés. Ce qui est intéressant, donc à Roubaix, on a créé la société, il y avait 0 et maintenant ils sont 100. Mais Ressources au Touquet, ils venaient de se créer. Il y avait une personne et je les ai vus la semaine dernière, ils sont 120. J'ai reçu une vidéo hier très touchante d'une association à Perpignan qui s'appelle Perpigne, où c'est pareil, ils avaient 6 personnes. Voilà, ils avaient 6 personnes en fait
dans leur association et maintenant, ils sont 80 ou 100. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le projet Résilience a permis de créer une dynamique grâce au masque, et grâce à un besoin auquel on a répondu. Et tout l'enjeu maintenant pour nous et pour tous les acteurs, parce que, avec qui on collabore et on travaille avec Vitamine T, qui a été un des premiers ateliers à nous rejoindre, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment d'unir nos forces, en fait, pour essayer à la fois de produire en France et aussi de redonner leur chance, en fait, à des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi. Et donc, mais on voit que ça marche. Donc, à nous de continuer, à fonctionner en réseau intelligemment, parce que je pense que ce soit la région Hauts-de-France, c'est important de le dire, et Philippe fait partie de cette dynamique, mais la région Hauts-de-France a été nous a passé la plus grosse commande, en fait, de l'histoire de Résilience dès le début du projet. Et donc Xavier Bertrand nous a fait confiance. Mais demain, pour répondre aux appels d'offres de masques de l'État ou aux appels d'offres, en fait, on a gagné un appel d'offres avec L'Oréal récemment. Chaque entreprise individuellement d'insertion ou d'inclusion aura beaucoup plus de mal à faire face à ces demandes importantes que si on unit nos forces. Donc, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on est. Et donc, avec les 65 ateliers partout en France, ou entreprises d'insertion, entreprises adaptées partout en France avec qui on collabore. Donc, aujourd'hui, on estime à 850 personnes qui travaillent tous les jours pour fabriquer des masques ou du textile avec Résilience. Dont effectivement 200 chez Vitamine T, dans 3 ateliers qui travaillent pour Résilience notamment, qui sont basés dans les Ardennes, en Île-de-France, et à Léquin, ici à Lille, chez Vitamine T. Donc, voilà. Donc, on est déjà à 400, et mes chiffres doivent être faux, mais je préfère dire moins que plus. Bonjour, André Dupont aurait dit 600, mais bon, c'est… Peut-être du coup derrière cette question et le nombre d'emplois, je pense que ça pose aussi ça pose 2-3 enjeux. L'enjeu des achats inclusifs, de la commande publique et puis aussi de la commande privée. D'ailleurs, actuellement, on travaille avec la direction des achats de l'État. Parce que tant qu'à faire, autant faire en sorte quand même que nos fonctionnaires soient équipés avec du social, du local et du solidaire. Voilà, des bons masques de qualité et qui en plus de ça créent de l'emploi un petit peu partout sur le territoire. Donc je pense que il y a vraiment un enjeu majeur à faire effet de levier à travers la commande publique, mais aussi les entreprises par les achats privés, puisque le plus gros, je crois, des commandes a été aussi passé par des entreprises privées à Résilience. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est ce qui a été finalement énoncé à travers ce que disait Pierre sur Decathlon, c'est comment accompagner les conditions d'une relocalisation des activités, de la réindustrialisation du pays. Donc là, il y a le plan de relance avec un certain nombre de mesures, mais là-dessus, les acteurs de l'inclusion peuvent être vraiment des partenaires en fait de cette relocalisation. Dans le domaine du textile, on en a parlé, mais je pense aussi dans le domaine automobile où il y a des initiatives qu'on est en train d'accompagner. Bientôt, on va aussi relocaliser en fait avec l'UNEA, avec l'Union nationale des entreprises adaptées, on est en train de travailler sur un programme, un consortium pour pouvoir relocaliser des activités IT qui étaient parties en Inde ou en offshore, donc aussi dans le digital. Et donc, en fait, c'est cette alliance entre les acteurs industriels, les PME locales et les acteurs de l'insertion et du handicap qui font que, du coup, on peut retrouver une compétitivité et sociale, territoriale et économique là-dessus. Donc, ce chemin-là, on a commencé à planter quelques graines et il faut que maintenant on le fasse prospérer. Et en tout cas, le gouvernement va mettre des moyens, soit sur l'investissement, soit aussi sur les incitations, de manière à faire en sorte que ces centaines d'emplois qui ont émergé grâce à vos initiatives puissent devenir des milliers et que ce soit un écosystème qui soit encouragé. Dans cette ligne-là, enfin, on pense aussi au fonds de soutien IAE, mais aussi aux EA. On a une question pour Hubert et Isabelle. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des projets d'essaimage, des projets de développement d'autres activités, des projets de faire quelque chose de similaire peut-être autre part, ou des gens qui sont aussi venus toquer à votre porte parce que le projet
leur parlait ou leur donnait envie. Est-ce que tout ça va faire des petits ou est-ce que déjà essayer de consolider tout ça, c'est déjà pas mal? Pour la partie Altéos, Uber est un super emblème, hein, parce qu'il passe très bien à la télé, et souvent. Donc, effectivement, on a eu des startups qui ont toqué à notre porte directement, effectivement, et qui sont chez nous maintenant. Je pense notamment aux lunettes de Zach, hein, qui recyclent des lunettes pour les proposer à prix cassé, en fait, aux gens. Donc, des lunettes de marque que nous retravaillons chez nous, par exemple. Alors, Hubert, on vous entend. Ouais, ça marche. Voilà, c'est bon. Carrément, nous, un de nos objectifs cette année, c'est de consolider ce schéma qui existe ici en Hauts-de-France avec l'équipe. Et on a la chance maintenant d'être 4 au sein de l'équipe La Vie Belt pour vraiment structurer tout ça et en vue de pouvoir les dupliquer avec un schéma qui est plus professionnel, entre guillemets, facile à dupliquer ailleurs dans notre région de France et même, pourquoi pas, de Belgique, vu que c'est à côté. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Je vois que l'heure tourne. Peut-être pour Olivier, dans les relations que vous pouvez avoir avec vos clients, vos partenaires entreprises, est-ce que vous avez l'impression que je ne sais pas, que l'engagement, que la sensibilité pour l'impact social, l'impact sociétal par les entreprises, les donneurs d'ordre, ou peut-être aussi les donneurs d'ordre publics, est-ce que vous sentez une évolution sur ça et surtout comment on peut faire cohabiter ça avec une crise économique qui parfois pour les entreprises va leur imposer de faire certains choix stratégiques. Voilà, à votre avis, comment on peut continuer à justement maintenant, parce que c'est maintenant sans doute qu'on en a le plus besoin, aller chercher, à outiller, à accompagner cet engagement des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites? Oui, vous avez raison. Alors, sur le sujet même de l'implication des donneurs d'ordre privés ou publics, on peut revenir sur l'exemple du groupe SNCF en général, puisque Keolis est une filiale du groupe SNCF, pour effectivement expliquer que la direction des achats responsable, qu'on connaît bien, du groupe SNCF, est justement en train de revoir complètement le positionnement de ces clauses d'insertion dans ces marchés pour pouvoir les renforcer, mais surtout finalement pour responsabiliser à la fois les exploitants, les opérateurs sur le terrain à ces clauses d'insertion, leur confier les clés en quelque sorte, et évidemment aussi de responsabiliser davantage le prestataire lui-même, donc l'entreprise d'insertion comme nous, Vitamine T, dans le suivi, les reporting de ces clauses d'insertion, et de nous faire jouer à nous, entreprise d'insertion, finalement, le rôle direct d'intermédiaire avec les prescripteurs emploi, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment une stratégie que la SNCF porte aujourd'hui, mais qui, je pense, pourrait s'appliquer à d'autres gros opérateurs. On a parlé des bailleurs sociaux qui s'engagent beaucoup dans ce sens-là. Après, effectivement, le nerf de la guerre restera toujours le nerf de la guerre. Et donc, nous, chez Vitamine T, on assume complètement la performance économique du groupe. Et l'un des objectifs, alors moi, en tant que directeur commercial en plus, c'est ce que je fais avec mes collègues directeurs de filiales lorsqu'on répond à un marché, c'est qu'il faut qu'on soit évidemment compétitif sur le prix, clairement, et surtout qu'on soit également au moins, on se différencie par l'insertion notamment, mais qu'on soit au moins techniquement au niveau de nos concurrents qui sont évidemment de grands opérateurs de propreté, de sécurité, d'espace vert ou autre. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'en arrête là pour cette séquence. On va passer à la séquence des trophées La France Une Chance. Je tenais vraiment tous à vous remercier. Normalement, donc pour les participants qui nous regardent et qui nous écoutent, on a dû vous mettre un certain nombre de liens dans le chat vers les vidéos dont on vous a parlé, les différents sites internet. Je rajoute 2 choses, peut-être 3, comme outils qui peuvent vous être très utiles. N'hésitez pas à aller, si vous êtes une entreprise, que vous vous posez la question sur comment on s'engage. Moi, je veux bien, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Allez faire un tour sur le site internet lafrance-unechance.fr, qui est la mobilisation des entreprises pour l'emploi et l'inclusion que nous animons au commissariat, donc lafrance-unechance.fr. Allez voir aussi le campus de l'inclusion. C'est une masterclass à destination des dirigeants d'entreprise, justement pour avancer et avoir davantage d'outils. Donc, si vous tapez campus de l'inclusion sur Google, vous le trouverez facilement. Et enfin, alors ça, c'est plutôt côté entreprise sociale inclusive, mais bientôt, on aura aussi des outils à proposer aux entreprises. La plateforme de l'inclusion, qui est une start-up d'État
qui accompagne les structures pour voilà, faire le lien entre les prescripteurs sur le sourcing et sans doute bientôt faire le lien pour la poursuite de parcours avec les entreprises classiques. Voilà, il y a plein de choses qui se font en ce moment, donc n'hésitez pas à aller fouiller. On essaye de vous passer de l'info au maximum. Et je vous propose juste avant de passer à la cérémonie des trophées, donc déjà, je remercie tous nos intervenants du jour. Et on va vous montrer une deuxième séquence. Alors, c'est beau qu'il n'est pas tout à fait formé. On va vous passer une deuxième vidéo de ce qui se passe sur l'emploi et l'inclusion dans les Hauts-de-France. Il me semble que c'est la vidéo, je vais vous dire ça tout de suite, du Miller Graphic Group. Donc voilà, merci à tous et puis à tout de suite en tout cas, monsieur le haut-commissaire pour la séquence cérémonie des trophées avec de nouveaux intervenants. Merci Joséphine. Merci à tous. Merci. Je m'appelle Nyakosan Doudji, je suis togolais de nationalité, je suis tailleur de lin à Kouaïdrip ici. Je suis arrivé en octobre 2018. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le marché du lin a le vent en poupe, puisque c'est un produit naturel qui est zéro déchet. C'est donc pour ça qu'on a le projet de construire une nouvelle usine. Au Togo, j'étais agent commercial dans le domaine cosmétique. Après, j'ai croisé une Française. Voilà, nous sommes mariés. Donc j'ai dû démissionner pour la rejoindre. Vu que je ne connais pas encore le terrain français sur le plan commercial, je me suis dit il faut que je fasse une reconversion pour m'intégrer réellement sur le sol français. C'est un bon lin du Nord. Ouais, vraiment, ça se voit. Donc en fait, ce qu'on a pensé avec l'organisme Réseau, c'est d'aller en fait à la rencontre des personnes dans l'Aisne, en partenariat avec Pôle emploi, des personnes qui étaient éloignées du marché de l'emploi. Et en fait, on leur a proposé une formation en alternance dans notre usine du Nord. Donc on a accompagné toutes ces personnes qui étaient volontaires pour venir s'installer dans le Nord. On leur a trouvé un logement et on leur propose donc un contrat de professionnalisation. Et en fait, on leur promet, à la suite de cette année de formation, un CDI dans la nouvelle usine de l'Aisne, donc pour qu'ils puissent retourner auprès de leur famille. J'ai quitté mon pays, j'ai laissé 2 filles. Donc je veux à tout prix les faire venir avec moi. Alors, nous revoilà. Merci. Donc, la vidéo est terminée. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va accueillir dorénavant pour l'ouverture de ces trophées, Nadine, enfin l'ouverture, non, pour le début de la remise de ces trophées. Donc, pour rappel, ces trophées La France Une Chance, donc pour ceux qui nous suivent depuis le début de l'Inclusive Tour, c'est ceux qui s'appelaient auparavant les Inclusive Awards. On a décidé de les mettre en place pour voilà, mettre en lumière, mettre en avant et donner des idées avec donc des coopérations exemplaires entre entreprises et entreprises sociales inclusives. On a 3 thématiques. Un trophée achat, un trophée recrutement et un trophée innovation. Ce sont des trophées qu'on fait aussi en partenariat avec le groupe Les Échos Le Parisien. Sophie Rouxel nous rejoindra tout à l'heure pour la remise du prix Coup de cœur et elle en profitera pour nous dire un mot sur l'Inclusive Day qui va être la grande rencontre. Et je pense qu'on va y arriver, c'est un petit peu plus tard dans l'année, la grande rencontre de l'inclusion au sein de laquelle on retrouvera l'ensemble des lauréats des trophées. Donc pour commencer, on va accueillir donc Nadine Crinier, qui est la directrice régionale de Pôle emploi dans les Hauts-de-France, que l'on remercie vivement d'être avec nous. Comme le disait Philippe Lamblin tout à l'heure, ça nous semblait voilà, très, très important aussi d'avoir à la fois Pôle emploi, la Directe et le MEDEF pour la remise de ces trophées. Donc, merci à tous. Donc, Nadine, que nous ne voyons pas encore, mais peut-être qu'il nous entend et que nous allons pouvoir entendre. Nadine, êtes-vous là? Alors, je vois que peut-être si vous pouvez activer votre son. Voilà, je pense que… Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. On vous entend, on ne vous voit pas encore. L'essentiel est qu'on vous entende. Si on peut vous voir, c'est encore mieux. Peut-être si vous pouvez activer votre vidéo en bas à gauche. Voilà, formidable. Alors, on va… Simplement un tout petit peu recadré pour qu'on vous voit pour de vrai, mais c'est déjà pas mal. Alors, écoutez, si vous voulez, je peux commencer le temps qu'on cadre l'image.
Absolument, ça me va très bien. Donc, vous êtes directrice On a un régionale de projet Pôle emploi dans les Hauts-de-France. Vous êtes là pour présenter le prix Impact Emploi. On vous écoute, je vous passe la parole. Oui, donc merci de m'avoir demandé de remettre ce prix. Je ne suis pas un invité mystère comme ça peut paraître au démarrage. Je suis effectivement la directrice régionale de Pôle emploi dans les Hauts-de-France. Et ce prix Impact Emploi, tant pour OVH que pour compétences, me semble être un élément important. Je suis très fière de remettre ce prix parce que nous connaissons vos deux structures. Donc, ça nous permet effectivement de pouvoir… alors, Impact, parce que ce prix compétence, c'est une structure qui accompagne dans l'insertion de personnes Asperger ou autistes. Et c'est aussi une structure qui accompagne les employeurs dans l'intégration et les familles. Donc, il y a vraiment ce triptyque de la personne qui recherche un emploi, de l'entreprise qui intègre et puis de la famille qui accompagne aussi ce processus d'inclusion tout au long de la période. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on a pu monter des opérations tant avec OVH qu'avec Compétences qui ont montré une extrême qualité de l'intégration des personnes, tant en nombre, avec un taux de retour à l'emploi important, dans les métiers du numérique, métier pratiqué par OVH, qui est un hébergeur de solutions informatiques avec qui nous travaillons aussi. Donc vraiment bravo à ces deux structures de jouer ce jeu de l'inclusion. Et puis elles vont se présenter, mais en tout cas, une grande fierté pour le territoire et pour ce partenariat. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, c'est la collaboration entre Compétences et l'entreprise OVH qui remporte ce trophée La France une chance de cette étape Hauts-de-France sur l'impact emploi. On va les inviter à nous rejoindre peut-être pour qu'ils nous disent en quelques mots comment fonctionne cette coopération. Voilà, en 2 minutes. N'hésitez pas donc… voilà, vous êtes en train d'arriver, on va bientôt vous entendre. Bonjour. Bonjour. Et également Paul arrive, oui. Voilà, bravo, félicitations déjà pour ce. Merci beaucoup. Voilà, mettre en lumière ce que vous avez pu faire ensemble. Et donc voilà, dites-nous en quelques mots en quoi consiste cette coopération. Oui, bien sûr. Et ben, je vais commencer du coup et après Paul prendra la suite. On est ravis de recevoir ce prix en partenariat avec Compétences. Pour nous, c'est vraiment un projet à impact positif sur toute la lignée et pour un peu l'ensemble des parties prenantes. Pour nous, ça nous a permis d'accueillir au sein de nos équipes un véritable talent, un expert métier tout simplement sur une thématique pour laquelle on avait un peu des difficultés à embaucher. Donc pour nous, on est très contents. Ça nous a permis également de former les équipes, de les accompagner, de les faire réfléchir à l'intégration du coup du handicap de Samuel dans les équipes et du coup d'être un peu plus agile. Donc nous, on adore ça. Si on peut être de plus en plus agile, c'est parfait. Donc vraiment, ça a été un projet qui continue encore de l'être, mais vraiment gagnant-gagnant. Pour Samuel, il est arrivé chez nous en décembre 2018 sur des petits contrats qu'on a essayé de prolonger pour tester, pour voir si ça fonctionnait bien, si on était vraiment dans la bonne organisation. Et puis finalement, on l'a prolongé et maintenant on est sur un contrat à durée indéterminée, ce qui nous apporte une certaine stabilité, à la fois pour nous. Nous, ça nous permet d'asseoir l'expertise chez OVH en tant que data science et on est assez ravis de cette expertise-là. Et pour lui également, pour Samuel, ça lui permet à titre personnel de pouvoir un peu s'asseoir dans sa vie. On sait qu'il a pu obtenir un permis et devenir propriétaire. Donc là, cette stabilité, on va dire professionnelle, lui permet d'avoir un statut qui est un petit peu différent maintenant dans sa famille. On est très content de ça. Et enfin, du coup, le partenariat qu'on a avec Compétences, je ne parlerai pas au nom de Compétences, Paul le fera beaucoup mieux que moi, mais en fait, c'est un véritable partenariat qu'on a créé et on est allé un petit peu plus loin que la simple relation fournisseur et prestataire de services. Et on est vraiment sur de l'accompagnement commun de notre vision du handicap, de notre accompagnement et comment est-ce que nous aussi on peut grandir au quotidien. Donc on est vraiment très très contents et on est ravis de partager ça avec Compétences. Et Paul, je te laisse la parole. Merci à vous de nous avoir fait participer. On est très contents. Ça peut continuer. Parfait.
Merci beaucoup, Paul, on vous écoute. Oui, alors 1 minute 30 pour présenter 3 ans de vie, un projet magnifique, nos partenaires, le parcours de nos collaborateurs en situation de handicap, la réussite de nos formations menées avec Simplon ou Webforce 3, c'est une gageure, mais on va la tenir. Donc l'idée est simple, hein, Compétences est une entreprise adaptée et permet à des personnes exclues du marché de l'emploi à cause de leur handicap d'accéder à une formation informatique gratuite que nous leur proposons grâce au soutien financier de nos partenaires privés en grande partie et publics également, dont Pôle emploi dès le départ. Nous les recrutons en CDI, en emploi durable et les accompagnons avec des coachs de vie, des amis pour la vie professionnelle, pour qu'elles puissent travailler directement dans les locaux et avec les équipes de nos clients. Pas de tabou, pas de ghetto, juste la chance de pouvoir travailler dans un métier à valeur ajoutée et transformer leurs contraintes à la base en opportunités. Alors, merci à OVH, bien sûr, pour avoir osé l'aventure de prendre un développeur informatique autiste. Hein, c'était quand même pas gagné à l'avance. Au chômage, formé par compétences, il est devenu, je crois, aujourd'hui une référence pour des projets emblématiques chez OVH. Grâce à cette expérimentation, nous avons formé depuis 80 personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi en 7 promotions différentes. Et nous avons nous-mêmes recruté d'ores à présent 35 collaborateurs en situation de handicap en un peu moins de 2 ans et demi. Et nous avons déjà essaimé en 2020 sur Paris avec Microsoft et sur Lyon également. Grâce à de tels projets mixant formation, accompagnement individuel soutenu, remise en confiance, acceptation du handicap, soutien des équipes et des managers, la France est une chance pour les 500 000 personnes en situation de handicap au chômage, alors que 50 000 postes de développeurs informatiques ne sont toujours pas pourvus en France. Le champ des possibles est très large. Le petit colibri que nous sommes avec l'équipe de compétences apportons notre pierre à l'édifice et transformons des pépins en pépites. Magnifique. Merci beaucoup, Paul Cacheux. Merci Laura Bernier. Félicitations encore pour ce trophée. Et un grand merci également à Nadine Crinier d'avoir accepté de remettre donc ce prix à cette coopération Impact Emploi. On va passer à notre deuxième prix et pour ce faire, on va accueillir Patrick Penel, qui est donc le directeur du MEDEF Hauts-de-France, que nous sommes ravis d'accueillir. Voilà, qui devrait... C'est magnifique, il est en train d'arriver, c'est formidable. Patrick Penel, bonjour. Excusez-moi, j'ai dit Patrick, c'est une erreur de ma part. Donc, Monsieur Penel, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Peut-être un mot sur ces trophées, votre vision de la coopération entre entreprises sociales inclusives. Ensuite, je vous laisserai nous annoncer quelle coopération a remporté ce trophée La France Une Chance dans la catégorie achat. Très bien, merci. Je suis également très fier d'avoir l'occasion de remettre un prix dans ce cadre-là. Je pense que c'est très bien. Alors, je suis président du MEDEF Hauts-de-France et pas directeur, mais c'est un détail. Je vous excuse, je suis absolument désolée. Chacun sa place. L'insertion, c'est un thème qui nous est cher. On a d'ailleurs une collaboratrice qui travaille sur ce thème-là, d'accompagner les entreprises des Hauts-de-France dans cette démarche-là. C'est un partenariat que nous avons avec la Directe, que je remercie ici. Et je pense que toutes les bonnes volontés sont utiles pour cette cause. Alors, l'insertion, c'est un thème qui est vraiment doublement intéressant pour les entreprises. C'est que d'abord, les entreprises, on a donné l'exemple de l'informatique tout à l'heure, elles ont besoin de compétences et on ne les trouve pas forcément dans un public qu'on va qualifier de standard. Donc, on a besoin de chercher et de trouver, et on trouve par ce biais-là des compétences qu'on ne trouverait sans doute pas ailleurs. Et puis, l'insertion, c'est aussi une cause sociétale. C'est qu'on ne peut pas, dans la société d'aujourd'hui, et je pense que les mois qui arrivent devant nous, ils ne vont pas me démentir. On a besoin de cohésion sociale. Et travailler pour l'insertion, je pense que c'est vraiment une cause importante aujourd'hui. Donc, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je peux participer à ce prix. Donc, je vais, moi, remettre le trophée dans le cadre des achats fournisseurs, parce que les entreprises de la région, ou d'ailleurs probablement, elles n'ont pas toutes assez d'énergie ou assez de possibilités pour embaucher directement ce type de public. Mais toutes les entreprises, elles ont des fournisseurs, et après tout, déjà travailler avec une entreprise qui emploie des salariés de ce public-là, je pense que c'est déjà une démarche sociétale, et donc c'est une bonne façon de rentrer dans cette logique. Et donc c'est avec plaisir que je vais donc remettre le trophée à l'entreprise Vestali
Et le Green Griot, que je pense, on va laisser expliquer quelle est la manière de travailler et comment ils ont établi ce partenariat. Voilà. Merci beaucoup. On va les accueillir en effet. Donc, Vestali et le Green Griot qui sont là. Donc, Hélène Maréchal et donc Grégoire. On vous écoute peut-être en quelques minutes, dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas comment vous avez prévu d'intervenir, mais pour nous expliquer voilà, en quelques minutes ce que vous avez mis en place. Et, voilà. Et déjà, félicitations pour ce trophée. Eh bien, merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Donc oui, moi je représente l'association Vestali, je suis la directrice. Donc l'association Vestali, c'est une association qui est agréée atelier et chantier d'insertion située sur la communauté d'agglo de Lens-Liévin. On propose à des personnes en difficulté, majoritairement des femmes chez nous, un emploi, et on leur propose un emploi et de se former sur les différents métiers de l'industrie textile, donc la coupe, la confection, la couture, le conditionnement et la vente. Et au-delà du savoir-faire à transmettre, il nous tient vraiment à cœur de sensibiliser le grand public sur les modes de consommation, le mode aussi des emballages et d'utiliser, d'imiter un maximum les déchets textiles. Donc, c'est vraiment notre cheval de bataille. Donc, on privilégie la confection upcyclée, c'est-à-dire qu'on va récupérer des matières et puis on va les transformer en un autre article. On travaille majoritairement avec des tissus donc recyclés pour les transformer en articles zéro déchet, qui a le vent en poupe en ce moment, et puis aussi tout ce qui est articles publicitaires pour des collectivités ou des entreprises. Et donc, depuis 2 ans, effectivement, on travaille avec le Green Griot, qui est situé sur la métropole lilloise et qui propose une gamme de produits upcyclés. Donc, ça va être des nappes de pique-nique, des tabliers de jardinage, des sacs, vraiment tout un panel d'articles. Et cette gamme d'articles évolue d'année en année avec de belles perspectives de développement. Ça veut dire pour nous, perspective de développement, effectivement, évolution commerciale, mais aussi pérenniser des emplois de plus en plus. Là, on a bien augmenté aussi nos embauches ces derniers temps, grâce en particulier au Green Griot et les commandes qu'il peut nous passer régulièrement. Merci beaucoup, Hélène. Grégoire? Alors, je pense qu'il faudrait que vous activiez votre son, votre micro, si vous le voulez bien. Voilà, là c'est mieux comme ça? Oui, on vous entend. Alors, j'ai gardé le masque pour la coquetterie parce que c'est d'actualité et c'est aussi parce que c'est les équipes d'Hélène qui les ont fabriqués. Voilà, on va dire que c'est l'ironie du sort, mais on va dire que le Covid nous a permis de nous lancer sur d'autres secteurs d'activité et notamment les masques. Donc, merci Hélène et merci à Annie, Geneviève et toute l'équipe. Voilà. Nous, on est ravis de travailler avec Vestali. Voilà, ça fait 2 ans de collaboration maintenant. On s'est découvert par hasard, on est dans l'upcycling et c'est vrai qu'on a commencé avec des nappes de pique-nique, qui est un produit qui est exceptionnel. Et puis maintenant, on a une vingtaine de références. On a une super réactivité de la part de Vestali et surtout, ce que tous les clients nous disent, c'est que c'est des produits qui sont de très bonne qualité. Voilà, les finitions sont très bien faites. Ce n'est pas parce qu'on dit insertion que c'est un travail mal fait. Là, au contraire, quand les gens, on leur dit après que c'est fait avec de l'insertion, ils sont tous bluffés. Donc, bravo à toute l'équipe encore. Hélène, tu pourras remercier tout le monde. Voilà. Voilà. Donc oui, nous on est ravis. Notre rêve le plus fou, c'est de pouvoir proposer des contrats à long terme avec des personnes qui sont passées par l'insertion. Nous, on n'a pas pour vocation à le faire, mais par contre de le faire avec, oui, et de pouvoir être l'étape d'après, c'est ce qu'on essaye de construire. On a la chance là aujourd'hui sur les achats responsables d'avoir une grande société de logistique qui a des points relais partout en France qui nous font confiance et qui viennent de nous passer une grosse commande de sacs pour justement limiter les sacs en plastique jetables. Voilà, donc là on est ravis, c'est le début de l'histoire. On a tâtonné avec différents matériaux. Là on a un matériau qui tient bien. On a un projet un peu fou aussi de recyclage des sacs en fin de vie. Voilà, là, on aura besoin d'un peu d'aide aussi pour justement financer un projet de recherche et développement qui est vraiment le but, puisque nous, on souhaite, à travers justement le zéro déchet et l'upcycling, arriver à trouver des solutions de recyclage pour des textiles qui sont fabriqués dans la région et qui sont des textiles qui sont techniques. Donc, c'est de l'acrylique, c'est du polyester, c'est des choses qui sont généralement très costauds, mais sur lesquels il n'y a pas de processus de recyclage en fin de vie. Et c'est l'idée, en travaillant avec de l'insertion, de pouvoir arriver à des projets qui amènent aussi à de la R&D. Et on en a besoin, notamment sur tout ce qui est recyclage. Donc, ravi de cette première collaboration et on a plein d'idées en tête pour le futur.
Formidable. Merci beaucoup, Hélène Grégoire, et un grand merci à Patrice Ponel, président du MEDEF Hauts-de-France. Merci à vous trois d'avoir été parmi nous. Et je vous propose d'enchaîner donc, avec la remise du dernier trophée donc sur le prix Impact Innovation. Et pour ce faire, je vous prie d'accueillir M. Christophe Couder, qui est directeur régional adjoint de la Direct Hauts-de-France, qui nous attendait en parallèle. Bonjour, Monsieur Couder. Bienvenue. Voilà, formidable. On vous voit et je pense qu'on va voir. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je vais un peu répéter ce qui a été dit parce que clairement, je suis comme Monsieur Penel, comme Nadine Crinier. C'est franchement une fierté, un honneur d'être ici et de remettre ce trophée. Alors, ce trophée, en plus, pour la Direct, c'est trophée de l'innovation. Donc, parce que quoi qu'on en pense, et on aura l'exemple tout à l'heure, inclusion et innovation ne sont pas antinomiques, c'est même complémentaire. Je voudrais dire que rapidement, hein, pour les Hauts-de-France, il faut savoir c'est 35 000 salariés qui sont dans l'insertion par l'activité économique, c'est 35 000 compétences, c'est 35 000 chances pour les entreprises. On parle d'entreprise, entreprise sociale inclusive. Il y a clairement une complémentarité. Je remercie tous ces acteurs qui se battent au jour le jour. Et je trouve que les exemples qu'on a vus et celui qui va être présenté dans le cadre du trophée que j'ai l'honneur de remettre, c'est des bons exemples, notamment face à la sinistrose qu'on a actuellement. Non, on le voit, il y a du dynamisme, les Hauts-de-France, mais c'est pareil dans les autres régions et monsieur le haut-commissaire ne me contredira pas. On a partout de très bons exemples et je pense qu'effectivement, il faut capitaliser dessus, il faut montrer tout ce qui marche et on a de très bons exemples. Je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'il faut donner sa chance au produit qui est franchement phénoménal. J'en profite pour excuser l'un des deux lauréats. Donc, je les annonce, les deux lauréats. Il y en a un, il est mondialement connu, c'est Decathlon. Le second, c'est Démultiples, donc la très belle structure par l'insertion par l'activité économique que j'excuse puisqu'ils ne peuvent pas être présents. Et je crois que c'est vous, Joséphine, qui allez avoir la lourde tâche de présenter à leur place leur projet. Donc, je vous en remercie et je tiens une nouvelle fois à féliciter donc, les deux lauréats pour ce prix largement mérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Couder. En effet, malheureusement, ils n'étaient pas loin, mais ils ont eu une urgence l'un et l'autre. Donc, je vais le recevoir pour eux. En tout cas, je vais me faire le relais pour vous présenter un peu à tous ce qu'ils ont mis en place. Donc, Démultiples est devenu c'est une entreprise d'insertion donc ancrée dans le Nord, vers Tourcoing et dans le Pas-de-Calais à Arques, qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire en reconditionnant plusieurs types de produits pour leur donner une seconde vie, les démanteler, les flécher vers des filières de recyclage, de dons ou de transformation. Un partenariat privilégié s'est mis en place avec Decathlon pour assurer le zéro déchet, l'objectif zéro déchet du groupe. Donc Decathlon qui est à plusieurs endroits aujourd'hui. La coopération entre les deux groupes est multiforme et pluridimensionnelle, mes excuses. Sur la filière vélo notamment, les parcours en insertion sur Démultiples mènent à un CDD chez Decathlon pour assurer un retour vers l'emploi avec cette première expérience. La filière des tables de ping-pong qui a lancé cette coopération ambitieuse a permis à Démultiples de changer d'échelle et de développer de nouvelles compétences et filières qui vont de la métallurgie au textile, de la logistique à la... Aujourd'hui, Démultiples propose de nouveaux produits dans la veine de l'économie circulaire, mobilier, masques ou produits liés au monde du sport, des casques, des sacs, du reconditionnement de vélos. Une innovation de produits via l'upcycling et de coopération avec des liens forts tissés avec le groupe Decathlon. Donc voilà ce qui a été mis en place. On les félicite en tout cas pour ce trophée La France une chance dans la catégorie innovation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis de vous accueillir, de même que Nadine Crinier de Pôle emploi et Patrice Penel donc du MEDEF. Et donc, on va accueillir pour la dernière petite séquence, c'est Sophie Rouxel du groupe Les Échos Le Parisien. Ensuite, on passera la parole rapidement à monsieur le haut-commissaire pour un mot de conclusion. Et donc, Sophie Rouxel qui va pouvoir nous rejoindre et donc avec qui nous organisons, avec qui nous avons ce partenariat sur les trophées, notamment en lien avec l'Inclusive Day, dont elle va pouvoir nous dire un mot normalement, et elle va pouvoir nous annoncer aussi le coup de cœur régional. Donc, parmi ces 3 trophées, qui a le trophée des trophées d'une certaine manière. C'est un coup de cœur qu'on a mis en place en partenariat avec
nos amis des Échos Le Parisien. Bonjour Sophie, bienvenue. On te voit, on ne t'entend pas encore. Si tu peux activer ton micro en bas, formidable. Bonjour, bienvenue. Et Merci. donc peut-être un petit mot sur l'Inclusive Day et voilà, l'annonce du coup de cœur régional parmi ces 3 trophées qui a remporté. Alors, l'Inclusive Day, effectivement, c'est un événement national qui est le rendez-vous des entreprises inclusives et des innovations sociales qu'on devait lancer en 2020 et malheureusement, dans le contexte actuel, on s'oriente vers une première édition en 2021, vraisemblablement au mois de juin, puisque c'était prévu en avril, mais le contexte, voilà, par mesure de précaution, on préfère se projeter au mois de juin et c'est un événement qui repose sur des partages de bonnes pratiques et une place de marché qui valorise tous les acteurs du secteur protégé adapté et de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Et le coup de cœur donc régional qu'on a identifié, donc effectivement je viens d'apprendre que Des Multiples n'était pas là ainsi que Decathlon, mais c'est effectivement le projet qui nous semblait mériter ce coup de cœur régional parce que effectivement il y a cette ambition d'accompagner le groupe Decathlon sur une démarche zéro déchet, mais qu'on a vu aussi qu'il y avait des liens sur l'emploi direct avec justement la filière vélo et l'exemple que tu donnais Joséphine. Donc c'est ce coup de cœur-là qu'on a souhaité retenir pour cette édition de l'Inclusive Tour. Formidable. On leur passera l'information, évidemment, et puis on diffusera tout ça très largement sur nos réseaux respectifs pour faire connaître ces magnifiques projets qu'on a pu mettre en valeur aujourd'hui. Un grand merci, Sophie, et puis donc rendez-vous en juin, dès qu'on aura la date, pour l'Inclusive Day à Paris. On va pouvoir faire une belle date pour l'engagement des entreprises et l'inclusion. Merci beaucoup d'avoir été présente en tout cas. Merci à vous. Merci Sophie. Et donc avant de passer la parole à Monsieur le Haut-Commissaire pour conclure cette Inclusive Tour qui était vraiment fort différente de nos étapes précédentes, mais voilà, on a pu découvrir des initiatives et des coopérations vraiment magnifiques. Donc merci à tous. Peut-être un remerciement déjà à toute l'équipe de notre côté, mais aussi à toute l'équipe côté. Alors il faut que je m'habitue du Mouvement Impact France, le nouveau nom du MOVE, donc qui est notre partenaire pour l'organisation de cette Inclusive Tour, et notamment à Mathilde et à Antoine. Voilà, on a dû s'adapter vraiment suite aux conséquences, la crise sanitaire. Donc, on est en évolution permanente sur ce format, mais c'est assez sympa. Donc, un grand merci à l'équipe. Cette vidéo sera en replay. On va si vous voulez la diffuser, que vous êtes à votre écran ou que vous soyez intervenu, n'hésitez pas à diffuser le lien, à faire connaître ce format. On le fera en tout cas sur nos réseaux, donc soyez attentifs. Et donc rendez-vous, Monsieur le Haut-Commissaire va vous le dire, mais le 23 novembre pour la date Centre Val-de-Loire. Vous retrouverez aussi toutes les infos sur nos réseaux. Et je laisse la parole donc à Monsieur le Haut-Commissaire pour la conclusion de cette séquence. Et je remercie tout le monde et tous nos participants d'avoir été présents. Merci Joséphine. Pour terminer, j'espère d'abord que vous avez passé un bon moment, que vous allez repartir aussi fertilisé par plein de bonnes idées, parce que si ces initiatives ont quelque chose en commun, c'est que souvent elles sont nées en fait de l'inspiration et de l'observation d'autres initiatives, et c'est toute l'ambition de l'Inclusive Tour. C'est aussi l'ambition de l'Inclusive Day qu'a présenté notre partenaire Les Échos Le Parisien en juin, parce que l'innovation, comme l'a dit Christophe Couder, l'inclusion en fait est créateur de valeur et l'occasion d'innovation. Et vous aviez le Vivatech pour l'innovation technologique. Eh bien, il nous faut notre grand événement, l'Inclusive Day, pour l'inclusion sociale, territoriale, pour donner du sens à notre économie. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on retienne, peut-être, c'est que l'insertion par activité économique, les acteurs du handicap, quand liés aux entreprises, ces mêmes combats. L'inclusion est un combat qui doit être partagé, chacun avec ses spécificités, mais c'est quand on s'allie ensemble, finalement qu'on sert la même cause et qu'on peut mettre de l'intensité et qu'on peut vraiment changer les choses en profondeur. Et donc je remercie vraiment ces coopérations de montrer finalement qu'on n'est pas là pour défendre des dispositifs, mais pour pouvoir porter une cause la plus loin possible. La deuxième chose, le deuxième mot que je retiens de tous nos échanges, c'est le mot coopération. On a vu la Direct, on a vu Pôle emploi, on a vu le MEDEF, et on a vu aussi toutes ces entreprises
de petite taille ou de très grands groupes comme Decathlon ou etc. Et c'est en fait quand ça coopère, quand ça comprend que chacun peut apporter de la valeur et que c'est comme ça qu'on peut bâtir les plus belles initiatives, qu'on peut réussir. Inclusion, coopération, et puis peut-être la dernière chose, c'est l'ambition. L'ambition, c'est que toutes ces initiatives sont merveilleuses. Il y en a beaucoup dans les Hauts-de-France, il y en a beaucoup dans le reste de la France, mais l'objectif maintenant, c'est que chacun, les uns avec les autres, on fasse en sorte que cette somme d'initiatives devienne une évidence et que nous saisissions l'occasion finalement de ce plan de relance qui est une invitation finalement quand même à réinventer aussi la manière dont on fabrique l'économie, dont on fait société, et bien que l'inclusion, le progrès pensé à chaque fois en intégrant et en donnant une opportunité à tous, quelle que soit sa fragilité, sa diversité, sa mixité, c'est une chance aussi. Et donc, je partage cette envie d'optimisme dans cette période difficile de notre pays. C'est l'occasion de nous réinventer pour de vrai. Je vous remercie tous pour ces initiatives qui le montrent concrètement, qui montrent qu'il y a un chemin qui est possible et vous pouvez compter sur moi, sur Elisabeth Borne et sur l'ensemble du gouvernement à chaque fois que possible pour être à vos côtés pour ces belles transformations